Bonsoir à tous, ce soir nous commençons avec quelque chose d'un peu plus sombre. Une époque de peste, de châtiment et de bouillie médiévale. Nous plongeons dans ce qu'était vraiment la vie au Moyen-Âge. Oubliez les châteaux et la chevalerie que Hollywood vous a vendus. La vérité, vous ne tiendriez probablement pas une seule journée. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais uniquement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez et quelle heure il est pour vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint de partout dans le monde. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et embarquons ensemble pour le voyage de ce soir. Félicitations, vous venez de vous réveiller en l'an 1325. La bonne nouvelle? Vous êtes en vie. La mauvaise nouvelle? Les puces aussi. Votre lit est un matelas de paille à moitié pourri, infesté d'insectes et de foin qui sent comme le sol d'une grange, parce que c'était effectivement le sol d'une grange il y a 3 mois. Pas de mousse à mémoire de forme, pas d'oreiller et certainement pas de draps en coton égyptien. Juste une couverture de laine qui n'a pas été lavée depuis l'hiver dernier et qui pèse désormais à peu près autant qu'une petite vache à cause de la crasse accumulée. Vous vous réveillez alors que la cloche de l'église sonne au loin. C'est la version médiévale d'un réveil, seulement plus bruyante et encore moins miséricordieuse. Votre maison est une hutte en bois avec une seule pièce, sans fenêtre, et un charmant concept d'espace ouvert où votre famille, le bétail et les insectes domestiques partagent tous le même espace. L'odeur? Oh, c'est une symphonie parfumée. Un subtil mélange de bière éventée, de sueur humaine, de chèvre, et quelque chose dont vous priez pour que ce ne soit pas de la moisissure, mais que vous savez au fond de vous que ça l'est probablement. Les bougies parfumées n'ont pas encore été inventées, et même si elles l'étaient, elles ne feraient que fondre sur votre sol en terre battue. Vous essayez de vous étirer mais le regrettez immédiatement, car l'air est glacial et vos articulations douloureuses. Vous avez 22 ans, ce qui, en termes médiévaux, correspond à peu près à l'âge mûr, comparable à avoir 45 ans aujourd'hui. Votre colonne vertébrale craque comme une vieille porte en bois, et vos genoux font un bruit semblable à un sac de cailloux secoué par un paysan confus. Se lever est un pari. Le sol est soit mouillé par la pluie d'hier soir, qui s'infiltre à travers le toit de chaume, soit croûté à cause de quelque chose que la poule du voisin a fait. Dans les deux cas, vos pieds nus font maintenant partie de l'écosystème. Oh, et l'intimité? Qu'est-ce que c'est? Toute votre famille, et peut-être un cousin éloigné qui n'est jamais parti, se réveillent à côté de vous. Il n'y a pas de chambre, pas de rideau, pas de moment à soi. Juste tout en commun. Bienvenue au matin dans l'Europe médiévale, où vous n'êtes jamais vraiment seul, car les parasites, les rongeurs et 8 autres personnes sont toujours avec vous. Et ce n'est que le début de votre journée. Ça ne fait qu'empirer à partir de là. Vous avez réussi à vous extraire de votre tas de foin médiéval rempli d'horreur. Félicitations! Maintenant, la nature vous appelle. Et elle n'appelle pas poliment. Elle hurle. Voici le moment où vous commencez à regretter les toilettes modernes. Il n'y a pas de toilettes, pas de siège, pas de papier toilette, pas de chasse d'eau, pas même une ventouse légèrement rancunière dans le coin. Au XIVe siècle, se soulager est une aventure, une expérience sociale, et souvent un petit événement public. Si vous êtes un paysan, votre salle de bain est probablement un seau en bois derrière la maison, qui est déjà plein parce que l'oncle Guillaume a passé une mauvaise nuit après avoir mangé des navets avariés. L'odeur est biblique. Vous retenez votre souffle, faites vos besoins, puis, voici le clou du spectacle, vous les jetez dans la rue. Oui, la rue. Vous êtes censé crier quelque chose comme « Gare à l'eau !» avant de le vider par la fenêtre. C'est l'équivalent du « attention en dessous » médiéval, bien que franchement personne ne bouge jamais assez vite. Les rues des villes médiévales sont des égouts à ciel ouvert, une charmante rivière de déchets humains, d'excréments d'animaux et de liquides mystérieux que vous préféreriez ne pas examiner. Ces conditions sanitaires étaient encore pires que dans le Paris du XVIIe siècle, où Molière et Louis XIV devaient naviguer dans des rues semblables. Si vous avez la chance de vivre dans une ville avec des latrines publiques, félicitations. Vous pouvez vous asseoir épaule contre épaule avec des inconnus dans des toilettes extérieures où l'intimité est un mythe et la ventilation une plaisanterie cruelle. Vous pourriez faire la conversation, mais essayez de ne pas respirer trop profondément.
Du papier toilette? Jamais entendu parler. La plupart des gens s'essuient avec de la paille, des feuilles, des chiffons, de la mousse, ou, s'ils se sentent particulièrement indulgents, un morceau de laine. Parfois, rien du tout. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les poignées de main n'étaient pas encore populaires. Et si vous êtes dans un château? Sûrement c'est mieux, non? Eh bien, en quelque sorte. Vous pourriez avoir une garde-robe, un trou dans le mur qui fait tomber directement vos déchets dans les douves. À Versailles, même au XVIIe siècle, les nobles faisaient leurs besoins dans les coins des couloirs, ce qui obligeait à nettoyer régulièrement le grand commun. Bonne idée. Sauf que vos ennemis le savent. Et oui, les attaquants grimpaient parfois par le conduit d'évacuation. On parle vraiment d'entrer par la porte de derrière. Donc, que vous soyez un fermier ou un baron, aller aux toilettes au Moyen-Âge est un rituel d'humiliation. C'est froid, c'est public, c'est dangereux et ce n'est jamais pas dégoûtant. Un glissement sur un chemin humide et vous vous retrouvez face première dans les restes de l'humanité. Et vous ne vous êtes toujours pas brossé les dents. Mais nous y viendrons bientôt. Vous avez survécu aux toilettes. Vous méritez une récompense, non? Peut-être un bon petit déjeuner? Quelque chose de chaud, délicieux, réconfortant? Désolé, nous sommes en Europe médiévale. Rien n'est réconfortant ici. Le petit déjeuner, si on peut l'appeler ainsi, est une affaire sinistre. Il n'y a pas d'œufs bénédictines, pas de machines à café qui ronronnent, et certainement pas de tartines à l'avocat. Vous vous asseyez ou vous accroupissez près du feu, avec un bol en bois contenant quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait gratté d'une botte boueuse. Bienvenue à votre ration quotidienne de potage. Le potage est un ragoût épais et gluant, fait de tout ce que vous pouvez trouver. Céréales, légumes racines, peut-être quelques haricots si vous avez de la chance. C'est l'ancêtre de la soupe paysanne française, mais en beaucoup moins appétissant. Il mijote dans le même pot depuis des jours, parfois des semaines, et de nouveaux ingrédients sont simplement jetés par-dessus les anciens. C'est moins une recette et plus une expérience culinaire continue. À côté, un morceau de pain si dur qu'il pourrait dévier des flèches. Il est fait de farine grossière de seigle ou d'orge, souvent complété avec de la sciure, des glands moulus ou d'autres ingrédients créatifs, car le blé est un fantasme de riche. Même le pain français que nous connaissons aujourd'hui, avec sa mie aérée et sa croûte croustillante, était un luxe inimaginable pour les paysans de l'époque. Cette miche n'est pas votre amie. Vous ne la tranchez pas. Vous négociez avec elle. Quant aux boissons, vous ne sirotez pas de jus d'orange ou de latte au lait d'avoine. Vous buvez de la bière. Oui, de la bière. À 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que l'eau regorge de parasites et de saleté. Alors vous commencez votre journée avec de la cervoise légère, peu d'alcool, haute probabilité de survie. Un peu comme la petite bière que les moines brassaient dans les abbayes françaises de Cîteaux ou de Cluny. Les enfants en boivent aussi. Personne n'en est heureux, mais au moins ça ne vous tuera pas. Immédiatement. Vous voulez de la viande ou du fromage? Rêvez toujours. C'est pour les dimanches et les jours de fête des saints, et seulement si votre Seigneur se sent généreux. La plupart des paysans ne mangent pas de viande plus de quelques fois par an, contrairement aux banquets gargantuesques que l'on s'imagine à la cour de Philippe Auguste ou de Charles V. Quant aux fruits frais, seulement quand c'est la saison et qu'ils ne sont pas déjà fermentés en vin. Et n'espérez même pas des épices à moins d'être de la royauté. Une pincée de poivre coûte plus que votre salaire mensuel. Le sel est suffisamment précieux pour être mis sous clé. Il était si important qu'en France, la gabelle, l'impôt sur le sel, était l'une des taxes les plus détestées, provoquant même des révoltes. Alors vous mâchez votre pain granuleux, avalez votre bière médiévale, et essayez de ne pas penser au rat qui a peut-être grignoté votre bouillie pendant la nuit. Le petit déjeuner ne vous donne pas d'énergie. Il vous arrive simplement. Et maintenant que vous êtes proprement sous-alimenté, il est temps de travailler comme si votre vie en dépendait. Parce que c'est absolument le cas. Donc vous avez mangé votre triste petit déjeuner médiéval, et maintenant il est temps de s'habiller. Pas que cela vous aidera. Votre garde-robe se compose exactement d'une tenue. Une seule. C'est une tunique grossière en laine ou une chemise en lin que vous avez portée tous les jours pendant des mois, voire des années. Il n'y a pas de mode saisonnière. Il y a juste portez ceci jusqu'à ce qu'il se désintègre ou vous donne une infection fongique. Des sous-vêtements?
Optionals. Si vous avez de la chance, peut-être une sous-tunique en lin. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous êtes à l'air libre sous des couches de laine qui grattent, toutes amoureusement cousues par quelqu'un qui n'avait probablement aucune idée de à quoi une couture était censée ressembler. Il n'y a pas non plus de machine à laver, pas de savon et absolument aucun pressing en vue. Même à la cour de Charles VII ou de Louis XI, les nobles ne changèrent de chemise qu'occasionnellement, et l'eau de rose servait davantage à masquer les odeurs qu'à les éliminer. Vos vêtements sont donc tachés, raides et parfumés comme un tas de compost qui aurait mariné dans une porcherie. Même si vous vouliez les laver, ce n'est pas facile. Vous devriez transporter de l'eau d'une rivière ou d'un puits, la chauffer sur un feu, frotter votre tunique sur une planche avec des cendres ou de la lessive, et la suspendre au soleil, qui est présent environ 3 jours par an. Et ne me lancez pas sur les chaussures. Si vous en possédez, elles sont faites de cuir non traité, à peine cousues ensemble, et offrent autant de soutien pour la voûte plantaire qu'une peau de banane. La plupart des paysans vont simplement pieds nus, à travers la boue, à travers le fumier, à travers les mines terrestres médiévales, aussi connues sous le nom de cailloux pointus et de flaques de maladie. Tout cela signifie une chose. Votre peau vous déteste. Vous vous grattez constamment. Les puces, les poux et les punaises de lit vivent gratuitement sur votre corps. Tout le monde en a. Les nobles, pleins de poux, les moines qui se grattent, les enfants, des fermes d'insectes ambulantes. Personne n'y échappe. Vous vous gratterez l'aisselle avec une cuillère en bois tout en discutant avec le prêtre local, et personne ne sourcillera. Votre peau est à vif à force de frottement, votre cuir chevelu un champ de bataille de morsures, et si vous développez une éruption cutanée, eh bien tant pis. Il n'y a pas de dermatologue, pas d'hydrocortisone, personne pour vous dire que c'est probablement de la gale. Vous continuez simplement à souffrir. Et si vous avez la chance de ne pas avoir d'infection, super. Cette éruption vous accompagnera simplement pendant les 6 prochains mois comme un acolyte médiéval indésirable. Maintenant que vous êtes habillé en misère et enveloppé d'inconfort, il est temps de sortir et de commencer à travailler jusqu'à la mort. Maintenant que vous êtes complètement habillé de démangeaisons et de laine humide, il est temps d'afficher ce sourire matinal. Sauf que non. Parce qu'au Moyen-Âge, sourire est un jeu dangereux. Pas émotionnellement, dentairement. Il n'y a pas de brosse à dents, pas de dentifrice, pas de bain de bouche, pas de fil dentaire. Le concept d'hygiène bucco-dentaire est à peu près aussi populaire que le bain, c'est-à-dire pas très. Certaines personnes mâchent peut-être un bâtonnet ou se rincent avec du vin ou du vinaigre, mais pour la plupart, vos dents sont livrées à elles-mêmes, et elles ne se portent pas bien. Au moment où vous atteignez la mi-vingtaine, votre sourire ressemble à quelque chose sorti d'une crypte hantée. Les caries sont rampantes, les gencives sont enflées. Et ce ne sont pas seulement des taches de nourriture sur vos dents. C'est de la décomposition. Vous avez plus de pourriture dans votre bouche qu'une cave à légumes médiévale. Le sucre, bien que pas encore partout, devient plus courant chez les riches, importé à grands frais, principalement utilisé dans de petits gâteaux ou pour montrer sa richesse. Si vous êtes noble, félicitations. Vous pouvez pourrir vos dents plus vite que les paysans. Louis IX, malgré sa sainteté, avait probablement une haleine à faire fuir les Anglais sans même avoir besoin de son armée. Si vous êtes pauvre, vous le ferez lentement au fil du temps avec du pain fermenté, de la bouillie granuleuse et des années de mastication difficiles. Des maux de dents? Habituez-vous-y. Ils sont comme la météo médiévale, toujours présents en arrière-plan. Le genre de douleur qui vous fait envisager de prier, de boire ou d'arracher la dent vous-même avec une paire de pinces. Et ce n'était pas une blague. C'était le traitement réel. Les dentistes n'existaient pas vraiment, mais les barbiers chirurgiens, si. Oui, le même gars qui vous coupe les cheveux arrache aussi vos molaires à la lueur d'une bougie avec un crochet en fer et 0 anesthésie. Ces barbiers chirurgiens, ancêtres d'Ambroise Paré, pratiquaient avec les moyens du bord. Une dent infectée? J'espère que vous aimez les fièvres, car sans antibiotiques, elle peut facilement se transformer en septicémie et vous tuer. À cause d'un mal de dents? C'est vrai, la même chose qui nous envoie à la pharmacie aujourd'hui pourrait être vos funérailles dans les années 1300. Et il n'y a pas non plus de soulagement sur le front social. Embrassez? Bonne chance. La litose, la mauvaise haleine est partout. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas jugé sur votre sourire.
Vous êtes jugé sur vos terres et votre bétail. En bref, votre bouche est un champ de bataille, et elle est en train de perdre la guerre. Maintenant que vos dents vous font mal, sortons. Parce que votre vrai travail, celui qui vous brisera le dos, ne fait que commencer. Il est temps d'aller travailler, sauf qu'il n'y a pas de bureau, pas de pause café et aucune chance de promotion. Votre travail, si vous êtes comme 90% de la population, est simple. Ne pas mourir en travaillant pour le confort de quelqu'un d'autre. Vous êtes un paysan. Félicitations. Cela signifie que vous travaillez la terre qui appartient à un seigneur qui ne se souvient probablement pas de votre nom. En France, vous êtes peut-être un serf sous le système féodal établi depuis Hugues Capet, avec des obligations envers votre seigneur qui vous lie à sa terre. Vous vous levez avec le soleil et ne vous arrêtez que lorsqu'il disparaît derrière les arbres. Vos outils? Une houe en bois, une faucille rouillée et quelques soins de les os encore intacts dans votre corps. Il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas de pointage. Il y a seulement du lever au coucher du soleil, 6 jours par semaine. Le dimanche est libre, mais seulement si vous ne récoltez pas, ne combattez pas des raideurs ou ne priez pas fébrilement pour que votre orteil infecté arrête de noircir. Le travail est brutal. Les champs sont labourés à la main ou avec des bœufs si vous êtes assez riche pour en avoir un. Vous creusez des fossés, semez des graines, arrachez des mauvaises herbes et transportez de l'eau jusqu'à ce que votre colonne vertébrale commence à ressembler à la lettre S. Personne ne se soucie si vous êtes fatigué. Personne ne demande comment va votre santé mentale. Si vous êtes une femme, surprise, vous ne faites pas seulement le travail des champs. Vous vous occupez aussi des enfants. Vous nettoyez, cuisinez, filez la laine, nourrissez les animaux et prétendez que l'infestation de poux de votre mari ne migre pas lentement vers votre côté du lit. Les enfants, ils commencent à aider vers l'âge de 5 ans. Pas d'école, pas de jouets, juste un petit râteau en bois et le rêve de ne pas mourir un jour de la grippe. Et si vous êtes l'un des rares qui n'est pas agriculteur, peut-être êtes-vous forgeron, tanneur ou tonnelier. Super. Vous travaillez toujours avec du feu, des produits chimiques ou des entrailles d'animaux toute la journée dans des hangars mal ventilés. Le salaire? Basiquement la survie. Les avantages? Des saignements occasionnels? Vous vous cassez un os? Tant pis. Vous avez de la fièvre? Buvez de la bière tiède et continuez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter. Pas même pour un jour. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, eh bien, l'Europe médiévale a une solution pour cela. Ça s'appelle être remplacé. Alors vous agrippez votre pelle, ignorez les ampoules et continuez à creuser. Parce qu'au Moyen-Âge, votre travail n'est pas une carrière. C'est un test d'endurance au ralenti. Maintenant que votre dos est en feu à force de travailler dans les champs, parlons du temps. Parce qu'au Moyen-Âge, la température est moins une question de saison et plus un châtiment continu venant du ciel. Commençons par l'hiver. Il n'y a pas d'isolation, pas de chauffage central et pas d'étanchéité. Juste des murs en bois avec des trous assez grands pour y faire passer une poule. Vos fenêtres? Couvertes de tissu, pas de verre. Le feu dans l'âtre? Bien en théorie, mais vous n'avez pas assez de bois de chauffage pour l'entretenir parce que le bois est cher et le ramasser dans la forêt est parfois illégal. Sous Philippe le Bel ou Charles V, les forêts royales étaient strictement réglementées et le braconnage de bois pouvait être sévèrement puni. Oui, vous pouvez être exécuté pour avoir ramassé le mauvais bâton dans la mauvaise forêt. Vous vous emmitouflez dans votre unique tunique de laine humide, vous blottissez près des braises mourantes et vous vous réveillez quand même avec le nez gelé. Vos pieds? Perpétuellement froids, souvent humides. Vos doigts? Si raides qu'ils ressemblent à de minuscules sucettes glacées médiévales. Les gelures ne sont pas diagnostiquées, on les appelle simplement de la malchance. Maintenant, avançons jusqu'à l'été. Ça semble mieux, non? Faux. En été, votre maison se transforme en four d'argile. Il n'y a pas de ventilateur, pas de courant d'air et absolument pas de déodorant. Vous transpirez à travers vos couches, mais vous ne pouvez pas les enlever car montrer trop de peau est scandaleux. Et invite également les coups de soleil, les piqûres d'insectes et le jugement social. Les mouches sont en pleine force, attirées par votre corps non lavé
et l'odeur du ragoût de chèvre de la semaine dernière qui fermente encore dans le coin. Les moustiques bourdonnent à votre oreille pendant que vous dormez, en supposant que vous puissiez dormir à travers le bruit de vos voisins qui crient et des bébés qui pleurent. Dans les champs, le soleil vous cuit. Pas de crème solaire, pas de chapeau à moins que vous n'en ayez façonné un à partir de paille comme un épouvantail désespéré. Et le pire, vous devez toujours travailler. L'insolation est simplement appelée prendre un mauvais tournant. Donc, vous êtes soit en train de frissonner dans votre propre taudis, en vous demandant si vos orteils tiendront jusqu'au printemps, soit en suant à travers votre unique paire de chaussettes pendant que vos cuisses s'irritent jusqu'à l'infini. Et la seule chose qui ne change jamais, quelle que soit la saison, vos vêtements vous démangent toujours, votre nourriture est toujours terrible, et votre prochain travail? Toujours en attente. Bienvenue au contrôle climatique, style médiéval. Il n'y en a pas. Vous avez soif? Besoin de vous rafraîchir? Envie de vous asperger le visage d'un peu d'eau pour vous réveiller de ce rêve fiévreux et humide qu'est votre vie? Tant pis. Au Moyen-Âge, l'eau n'est pas votre amie. Elle essaie de vous assassiner silencieusement. Commençons par boire. Le ruisseau à proximité semble frais, bouillonnant et clair, comme quelque chose sorti d'un film fantastique. Mais attention, ce n'est pas le cas. En amont, quelqu'un vient de vider un pot de chambre dedans, et sinon, un cochon mort est probablement en train de s'y décomposer. Parasites, bactéries et toute l'armée microbienne de l'Europe médiévale vous attendent à chaque gorgée. La Seine à Paris était tellement polluée que même les bateliers évitèrent de tomber dans l'eau. C'est pourquoi les gens buvaient de la bière. Oui, de la bière, même les enfants. Mais avant d'imaginer des enfants médiévaux faisant des keg stands, comprenez que c'était de la petite bière, faible en alcool, forte en survie. Le brassage faisait bouillir l'eau, donc c'était plus sûr que ce qui coulait dans le fossé de la ville. Le vin était une autre option. Si vous étiez assez riche pour vous le permettre, et peu préoccupé par le bon fonctionnement avant midi, en France, les vignobles monastiques, comme ceux de Clos-Vougeot en Bourgogne, produisaient du vin qui était souvent plus sûr que l'eau locale. Qu'en est-il du bain? Sûrement l'eau était utilisée pour se nettoyer. En théorie, oui. En pratique, absolument pas. Voyez-vous, à l'époque, les gens croyaient que le bain ouvrait réellement vos pores et laissait entrer la maladie. C'est vrai, cela avait été considéré comme médicalement risqué. Vous étiez apparemment plus propre si vous n'enleviez jamais la couche protectrice de saleté incrustée sur votre peau. Les bains publics existaient, mais ils ont rapidement gagné la réputation d'être des lieux de commérage, de scandales et parfois d'activités parascolaires totalement médiévales. Alors naturellement, l'Église s'en est mêlée et en a fermé beaucoup. En France, Philippe IV le Bel avait même ordonné la fermeture de certains établissements pour cause de débauche. Même si vous vouliez vous baigner, c'était toute une production. Vous deviez aller chercher de l'eau au puits, la faire bouillir sur un feu, remplir une baignoire en bois qui fuyait, puis prier pour que personne d'autre dans la maison ne l'utilise avant vous. Ou pire, après. Et l'eau de pluie? Recueillie dans des tonneaux ouverts où les oiseaux font leurs besoins. Les insectes se reproduisent et la mousse prospère. Ça a l'air rafraîchissant, n'est-ce pas? Que ce soit pour boire, se laver ou arroser vos cultures, l'eau au Moyen-Âge n'est pas tant une source de vie qu'un jeu de hasard dangereux. Une seule gorgée malheureuse et vous voilà condamné à passer vos derniers jours, fiévreux sur une paillasse, les entrailles tordues de douleur, à méditer sur tous vos choix de vie. La prochaine fois que vous boirez de l'eau du robinet, levez votre verre à la mémoire de nos ancêtres. Ils n'avaient pas le luxe de s'hydrater sans risque. Vous avez bu cette eau douteuse. Ou peut-être pas. Peut-être vous êtes-vous simplement cogné l'orteil contre une pierre. Quoi qu'il en soit, vous voilà malade. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un médecin. Dommage que vous viviez au Moyen-Âge où la médecine n'est en réalité qu'une forme de torture courtoise pratiquée par des théologiens. Commençons par le diagnostic. Tous vos maux, qu'il s'agisse d'une toux, d'une éruption cutanée, d'un os brisé ou de la peste qui s'insinue, sont causés par un déséquilibre de vos humeurs. Les 4 humeurs sont le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Selon la science médiévale, votre santé dépend de leur équilibre, comme une sorte de soupe interne. Vous avez de la fièvre? Trop de sang. La solution? La saignée. C'est exact. On va drainer votre force vitale dans un bol à l'aide d'une lame émoussée ou d'une sangsue affamée.
Et oui, ce sont souvent les barbiers ou qui s'en chargent. Imaginez une coupe de cheveux et une extraction d'hémoglobine en une seule séance. 2 pour le prix d'un. Vous vous sentez triste ou anxieux? C'est clairement un excès de bile noire. Le remède? Des laxatifs. Peut-être une purge aux herbes chaudes. Ou simplement des prières et une compresse froide pendant que tout le monde évite votre regard et commence à tailler votre cercueil. Si vous vous cassez un os ou subissez une vilaine blessure, vous êtes vraiment mal parti. Pas d'anesthésie, à moins que vous ne comptiez l'évanouissement dû à la douleur. La chirurgie se pratique avec des couteaux qui n'ont pas été nettoyés depuis les croisades de Saint-Louis. Les instruments sont chauffés au feu, non pas pour les stériliser, mais parce qu'ils ont l'air plus effrayants ainsi. Les antibiotiques? À des siècles de là. La théorie des germes? Pas encore inventée. On pense que la maladie vient des miasmes ou de Dieu mécontents de vos péchés. Vous avez mal au ventre? Ce sont probablement vos pensées impures. Espérons que vous aimez vous confesser tout en vomissant. Si votre état s'aggrave, on vous traitera avec plus de sangsues. Peut-être quelques scarabées écrasés, et un prêtre à votre chevet vous donnant l'extrême onction, juste au cas où. À ce stade, on se prépare au remède connu sous le nom de mort. Et si par miracle vous vous rétablissez, tout le monde suppose que Dieu a eu pitié de vous. Le médecin s'attribue tout le mérite, et la sangsue obtient une promotion. Au Moyen-Âge, la médecine consiste moins à guérir qu'à survivre au traitement. Après une longue journée de labeur, de poux et de sangsue, c'est enfin l'heure de manger. Vous regagnez péniblement votre masure, l'estomac grondant, prêt pour la seule joie qui vous reste dans la vie. Un repas chaud. Mauvaise nouvelle, votre repas tente probablement de vous tuer. Commençons par les bases. La conservation des aliments est quasi inexistante. Pas de réfrigérateur, pas de congélateur, juste du sel, de la fumée, ou l'espoir que l'air hivernal garde les choses fraîches. Votre viande, si vous avez la chance d'en avoir, pend depuis des jours, couverte de mouches, marinée dans une saumure douteuse, et probablement partagée avec un rat ou deux. Le pain est la pierre angulaire de l'alimentation médiévale, mais même lui n'est pas sûr. Lors des mauvaises années de récolte, les paysans désespérés le coupent avec de l'écorce, de la sure ou même de l'argile pour le faire durer. Et si c'est la saison du seigle, il y a un bonus. L'ergot, un champignon qui provoque convulsions, hallucinations et parfois la mort. C'est comme manger du pain imprégné de LSD et de tétanos. Les légumes, uniquement s'ils sont de saison. Et savez-vous ce qui est toujours de saison? Les navets. Tellement de navets. Bouillis, en purée ou flottant dans votre potage. Ce potage, si vous vous souvenez du chapitre 3, est essentiellement un marécage chaud d'ingrédients mystérieux qui mijotent depuis l'enterrement de votre arrière-grand-père. Les fruits peuvent être disponibles en automne, mais ils pourrissent rapidement, et le sucre est rare, cher, et thésaurisé par les riches pour exhiber leurs dents noircies. Les produits laitiers sont un autre pari. Le lait frais tourne en quelques heures. Le beurre et le fromage se conservent mieux, mais ils sont chargés de bactéries. Les gens les mangent quand même parce que, franchement, c'est soit ça, soit mâcher le cuir de vos bottes. Parlons des assaisonnements. Des épices comme le poivre, la cannelle ou la muscade. Plus précieuses que l'or. Pour le paysan moyen, la saveur vient des oignons, du sel, si vous avez de la chance, et de la souffrance. La plupart des repas ont le goût de toile de jute mouillée saupoudrée de tristesse. Mais la nourriture n'est pas seulement un danger pour la santé. C'est aussi un risque politique. Le gibier appartient au seigneur, pas à vous. Pris en train de braconner un lapin, vous pourriez être condamné à une amende, emprisonné ou même exécuté. Oui, votre dîner pourrait vous conduire à la potence, comme le petit paysan qui tentait de nourrir sa famille sous le règne de Philippe le Bel. Alors que vous vous asseyez pour manger votre ragoût grisâtre à la lueur vacillante du feu, rappelez-vous que chaque bouchée est un risque. Mais vous mangez quand même. Parce qu'au Moyen-Âge, la nourriture ne vous nourrit pas. Elle vous met à l'épreuve. Le soir tombe. Vous avez travaillé, souffert et à peine digéré votre ragoût suspect. Vous pourriez penser que la journée se termine, mais ne vous détendez pas trop, car Dieu vous observe. Tout comme le prêtre.
Et votre voisine Agnès qui vous dénoncera absolument si vous manquez la messe. Dans l'Europe médiévale, la religion n'est pas seulement une partie de la vie. Elle est la vie. L'Église contrôle votre calendrier, vos lois, votre éducation, si vous savez lire, votre naissance, votre mariage, votre mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Considérez-la comme votre propriétaire spirituel. Et vous avez toujours du retard dans le loyer. Chaque journée est structurée autour des cloches de prière. La cloche de l'église sonne le matin, à midi et le soir. Non pas parce que les gens ont besoin de rappel, mais parce que manquer la prière est un péché. Oubliez de vous incliner? Péché. Manger de la viande un vendredi? Péché. Pensez à la femme de votre voisin dans un rêve. Double péché. Et oui, l'enfer est très réel. Vivement réel. Les prêtres le décrivent avec force détail. Rivière de feu, lac de sang bouillant, démons armés de fourches et lamentations éternelles. Si la peste ne vous effraie pas, la damnation éternelle le fera certainement. Vous ne pouvez pas lire la Bible vous-même car elle est écrite en latin, une langue réservée aux moines, au clergé et à ce noble enfant trop bien pour la saleté. Vous comptez sur l'Église pour tout interpréter pour vous. Cela signifie que si le prêtre dit que votre mauvaise récolte est due à un manque de prière, eh bien, il est temps de s'agenouiller plus fort. La dîme, 1/10 de tout ce que vous possédez, est obligatoire. Si vous cultivez du blé, vous donnez du blé. Si vous élevez des poulets, vous donnez des œufs. Si vous n'avez rien, félicitations. Vous êtes spirituellement en faillite et financièrement condamné. Les jours fériés, ce sont des jours saints, des dizaines. Et s'ils offrent des pauses dans le travail, ils ne sont pas faits pour s'amuser. Ils sont destinés à assister à la messe, jeûner, confesser ses péchés et se rappeler que la joie est une indulgence dangereuse. Remettre en question l'Église est dangereux. Les hérétiques sont brûlés, les sorcières noyées, les blasphémateurs flagellés et les sceptiques rapidement réformés. Souvenez-vous des Cathares dans le sud de la France, exterminés par la croisade des Albigeois sous l'ordre du pape Innocent III. Alors vous faites les gestes, vous chantez, vous vous inclinez, vous priez pour que votre âme, après avoir enduré cette vie couverte de saleté, atterrisse enfin au paradis, en supposant que le prêtre vous apprécie. Car au Moyen-Âge, Dieu est peut-être miséricordieux, mais l'Église, pas vraiment. Si vous pensiez qu'être un paysan médiéval était dur, essayez de l'être en tant que femme. Toute la saleté, la famine et la peur, plus l'accouchement, la soumission et l'invisibilité sociale. Au Moyen-Âge, être une femme, c'est comme jouer en mode difficile, sans potion de santé et sans bouton de redémarrage. Dès la naissance, le chemin de vie d'une fille est pratiquement tracé. Se marier jeune, porter des enfants, servir son mari, mourir épuisé. L'éducation? Peu probable. À moins que vous ne soyez issu d'une famille noble et envoyé dans un couvent, votre développement intellectuel s'arrête à peu près au moment où vous apprenez à baratter le beurre et à rapiécer une tunique. Le mariage arrive tôt, très tôt. Il n'est pas étrange d'être fiancé à 12 ans et enceinte à 14. Ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de terre, de bétail et d'alliance. Votre opinion? Non requise. Une fois marié, vous êtes essentiellement la propriété de votre mari. Votre travail consiste à produire des héritiers, nourrir tout le monde, faire tourner la maison et ne pas vous plaindre. Car se plaindre pourrait vous faire étiqueter comme une mégère, ou pire, une sorcière. Cette étiquette s'accompagne d'une noyade ou d'un bûcher gratuit, selon la mode locale. L'accouchement est une loterie mortelle. Pas de soins prénataux, pas d'outils stériles, pas d'anesthésie. Les sages-femmes font de leur mieux, mais même des complications mineures peuvent signifier la mort pour la mère, l'enfant ou les deux. Certaines femmes survivent à 10 grossesses. Beaucoup n'en survivent pas à 2. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois le bébé sorti, votre travail augmente. Vous avez maintenant un nourrisson qui hurle dans une cabane infestée de poux. Et on s'attend à ce que vous allaitiez, cuisiniez, nettoyiez et aidiez encore au champ. Vous n'avez pas de pause. Vous êtes la pause. Pour tout le monde. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes suspecte. Si vous êtes veuve, vulnérable. Si vous êtes franche, dangereuse. Les femmes qui ne se conformaient pas étaient souvent accusées de sorcellerie,
Surtout si elles avaient des connaissances en herboristerie, une forte personnalité ou si elles regardaient quelqu'un de travers un mardi pluvieux. Même dans l'église, votre rôle est limité. Les religieuses vivaient sous des règles strictes. Pas de paroles sans permission, pas de liberté de mouvement. Et votre valeur spirituelle? Toujours classée en dessous des hommes. En bref, si vous êtes une femme au Moyen-Âge, on s'attend à ce que vous enduriez, obéissiez, vous reproduisiez et souffriez en silence, idéalement en souriant. Car même à une époque de souffrance universelle, on attendait des femmes qu'elles souffrent avec grâce. Rappelez-vous le sort de Jeanne d'Arc, brûlée vive pour avoir osé défier les conventions de son époque. Jusqu'à présent, vous avez affronté la saleté, la famine, l'injustice sociale et peut-être une chèvre. Mais juste quand vous pensez que votre journée ne peut pas empirer, voici la violence, bruyante, sanglante, et souvent parfaitement acceptable selon les normes médiévales. Soyons clairs, le Moyen-Âge n'était pas pacifique. L'idée de l'ordre public signifiait essentiellement espérer que le seigneur local ne soit pas de mauvaise humeur. La violence est partout. Dans les foyers, dans les rues, sur les champs de bataille, dans les disputes ecclésiastiques et parfois dans la file d'attente au four à pain communal. Le crime est courant, la punition brutale et la justice ressemblent plus à une performance artistique qu'à une protection. Voler une miche de pain? Vous pourriez perdre une main? Accusé de mensonge? Votre langue pourrait être percée. Trop de commérage? Rencontrez la bride de la mégère, un masque métallique attaché à votre tête avec une barre dans la bouche. Pour vous corriger, bien sûr. Supposons que vous soyez accusé de quelque chose de grave. Hérésie, vol, sorcellerie. Comment prouvez-vous votre innocence? En étant torturé, évidemment. Bienvenue à l'Ordalie. Dans une version, vous plongez votre main dans l'eau bouillante pour récupérer une pierre. Si elle guérit sans infection en 3 jours, vous êtes innocent. Sinon, vous êtes coupable. Autre option, vous êtes jeté dans une rivière. Si vous coulez, vous êtes innocent et probablement mort. Si vous flottez, vous êtes coupable et serez puni de toute façon. C'est comme un jeu télévisé médiéval où le prix est la survie et l'animateur est activement contre vous. Et si vous êtes condamné à mort, c'est un événement public. Les exécutions sont réalisées devant des foules en liesse. Pendaison, décapitation, bûcher. Parfois, les gens apportent des collations. C'est l'équivalent médiéval de la télévision par câble. La violence domestique? Totalement normale. Les maris étaient autorisés, voire encouragés, à discipliner leurs femmes et leurs enfants. Les bagarres de rue? Monnaie courante. Vous pourriez être battu juste pour avoir regardé de travers le cheval d'un noble. Et la guerre toujours en train de mijoter. Querelles sociales, disputes territoriales, croisades religieuses. Quelqu'un est toujours en train de marcher pour poignarder quelqu'un d'autre au nom de l'honneur, de Dieu ou de l'ennui. Pensez à la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, qui a ravagé le pays bien au-delà d'un siècle. La violence n'est pas une rupture de la société au Moyen-Âge. Elle est la société. Tout le monde vit avec la connaissance constante que la vie est fragile, la justice arbitraire, et que votre voisin pourrait vous fracasser le crâne pour un cochon. Alors marchez prudemment, gardez les yeux baissés, et ne faites jamais confiance à quelqu'un avec un gourdin. À ce stade, vous avez survécu au pouls, au sangsues, à la misère sans lessive et à la menace imminente d'éviscération publique. Mais voici maintenant le chapitre final de la plupart des vivements médiévales. Une mort précoce et sans glamour. Si vous êtes vivant et respirez encore après 40 ans, vous êtes pratiquement une célébrité. On pourrait même vous appeler l'Ancien, ce qui est de moins un surnom qu'un miracle statistique. Décomposons cela. L'espérance de vie moyenne tourne autour de 30-40 ans, mais ce chiffre est fortement tiré vers le bas par la mortalité infantile. Près de la moitié de tous les enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Maladie, malnutrition ou un mauvais hiver suffisaient. Pas de vaccin, pas d'antibiotiques, pas d'espoir. Si vous avez survécu à l'enfance, vous êtes entré dans l'âge adulte déjà épuisé. Le travail commençait dès que vous pouviez marcher droit et à 25 ans, vos articulations grinçaient comme la porte d'un monastère. Il vous manque peut-être plusieurs dents, un doigt et la majeure partie de votre optimisme initial. Les femmes faisaient face à un parcours particulièrement mortel.
l'accouchement. C'était l'une des principales causes de décès des femmes médiévales. Pas de soulagement de la douleur, pas d'intervention médicale. Juste des prières, de l'eau chaude et quelqu'un tenant votre main pendant que vous vous vidiez de votre sang sur une paillasse. Pour les hommes, les dangers étaient parfois différents, mais tout aussi implacables. Accident du travail, infection de blessures mineures, la rage ivre d'un voisin, une croisade qui tourne mal. Même marcher jusqu'au marché pouvait être risqué si vous croisiez un bandit désœuvré ou un percepteur d'impôts en colère. La mort pouvait aussi venir silencieusement. De la peste qui transformait les villes en cimetières du jour au lendemain. Ou de la famine qui pouvait durer des saisons entières, décimant des villages entiers. Ou de la malchance comme manger du grain pourri et passer vos dernières heures à halluciner et à crier contre les murs. Et les funérailles ? Vous aviez de la chance si vous en aviez une. Les corps étaient souvent enterrés rapidement pour éviter les maladies. Pas d'embaumement, pas de cercueil poli, juste un trou, quelques prières murmurées et un petit monticule de terre, s'il restait assez de place dans le cimetière de l'église. Alors oui, au Moyen-Âge, la vie était brutale, courte et constamment assiégée par la mort sous toutes ses formes banales. Vous ne preniez pas votre retraite, vous cessiez simplement d'apparaître. Comment s'est passée votre journée ? Vous vous êtes réveillé dans la crasse, soulagé dans un seau, brossé les dents avec de l'espoir, presque évanoui de faim, travaillé jusqu'à ce que votre colonne vertébrale crie, grasse, grattez votre laine qui démange, priez pour ne pas attraper la peste et éviter de justesse une exécution publique pour avoir possédé un écureuil. Bienvenue dans une journée ordinaire de l'Europe médiévale. Vous rêvez encore de devenir chevalier ? Réfléchissez-y à 2 fois. Cette version romancée du Moyen-Âge, vaillants épéistes, nobles dames dans des tours, batailles héroïques et festins dans de grandes salles éclairées aux chandelles, est un mythe poli par les contes de fées et les livres de fantasy. En vérité, le monde médiéval était âpre, cruel et profondément injuste. La hiérarchie était tout. Si vous naissiez pauvre, vous restiez pauvre. Si vous naissiez riche, félicitations. Vous aviez une meilleure chance de survivre, mais vous étiez toujours à une mauvaise soupe de la dysenterie et d'un enterrement hâtif. Même les nobles n'étaient pas à l'abri de la misère. Les châteaux étaient des réfrigérateurs en pierre pleins de courants d'air, de puces, de fumée et de mariages politiquement motivés. Certes, vous aviez une cape en fourrure et un gobelet de vin, mais aussi 50% de chances de mourir dans une escarmouche ou d'une écharde infectée. Pas exactement le luxe. Les temps simples n'étaient pas simples. Ils étaient implacables. Tout prenait plus de temps. Tout faisait plus mal. Tout, de l'accouchement à la mastication, avait des conséquences. La vie était survie, pas loisir. Et si vous trouviez un moment de calme pour penser, pour rêver, pour imaginer quelque chose de mieux, il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez en faire. Pas de mobilité sociale, pas de médecine moderne, pas d'internet pour chercher sur Google. C'est quoi cette étrange éruption ? Vous viviez, souffriez, travailliez et mouriez dans un rayon de 10 km autour de votre lieu de naissance. Mais voici la partie la plus folle. À travers tout cela, les gens riaient encore, chantèrent des chansons, racontèrent des histoires, tombaient amoureux et trouvaient un sens à leur vie. Non pas parce que la vie était facile, mais parce que les humains sont têtus comme ça. Même dans les chapitres les plus sombres, ils faisèrent de la place pour la lumière. Alors ce soir, lorsque vous vous glisserez dans votre lit propre, avec la plomberie intérieure, les antibiotiques et le chauffage central, dites peut-être un merci silencieux au monde moderne et à vos ancêtres qui ont combattu les rats, la famine et la féodalité, pour que vous n'ayez pas à le faire. Tout le monde savait qu'une transition approchait, et chacun avait son propre agenda. Catherine était constamment surveillée. Ses lettres étaient lues, ses amitiés scrutées, et chacun de ses mouvements analysés. Elle ne pouvait faire confiance ni à son mari, ni à sa mère qui continuait à lui murmurer à l'oreille pour le compte d'intérêts étrangers, ni même à ses domestiques. Dans ce monde, les alliances pouvaient se transformer en accusations du jour au lendemain. Mais Catherine n'était pas dupe. Elle apprit à jouer les jeux de la cour en silence, cultivant des alliés dans l'ombre. Elle charmait les officiers militaires, se liait d'amitié avec des érudits et développa une réputation de dignité et de retenue, en contraste saisissant avec les caprices puérils de son mari,
et son mépris ouvert pour les traditions russes. À l'abri des regards, Catherine commença à lire les penseurs des Lumières comme Voltaire et Montesquieu, tout comme le faisait à la même époque Louis XV en France, bien que ce dernier n'en tirât pas les mêmes conséquences politiques. Tandis que les autres la voyaient comme une simple consort, elle bâtissait une vision, non seulement pour elle-même, mais pour la Russie. Une nation de force, d'éducation et de raison. Mais il y avait un problème. Plus Pierre vivait longtemps, plus Catherine restait dans les limbes, une épouse sans pouvoir auprès d'un homme inapte à régner. Alors elle attendit, observa et planifia. Elle savait que le trône russe ne s'hériterait pas. Il faudrait le prendre. En 1762, après près de 2 décennies d'attente, d'observation et de manœuvres discrètes, Catherine vit sa chance et la saisit avec une précision stupéfiante. L'impératrice Élisabeth était morte et Pierre, devenu Pierre III, était enfin tsar. Mais son règne commença à se défaire presque immédiatement. En quelques mois seulement, Pierre s'aliéna l'Église, offensa la noblesse, insulta l'armée et couvrit d'éloges la Prusse, l'ennemi de longue date de la Russie. Il renversa des politiques clés, humilia le clergé et parla ouvertement de divorcer de Catherine pour épouser sa maîtresse. La cour, déjà méfiante de son comportement erratique, se refroidit. L'armée, remplie de généraux fidèles à Catherine, murmurait dans les couloirs. Même les Russes ordinaires, dévots et patriotes, voyaient Pierre comme une marionnette étrangère qui se moquait de leurs traditions. Catherine, observant tout cela, fit son mouvement. En juillet de cette même année, alors que Pierre était absent à son palais d'été, Catherine lança un coup d'État sans effusion de sang. Soutenue par des officiers militaires clés, dont son amant Grigori Orlov et ses frères influents, elle traversa Saint-Pétersbourg en grande tenue, fut proclamée impératrice Catherine II et gagna l'allégeance de la puissante garde impériale. Pierre, pris au dépourvu et sans alliés, se rendit en quelques jours. Il fut placé en détention et peu après retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, on rapporta une colique hémorroïdale. Officieusement, c'était un meurtre. Catherine était maintenant impératrice, non par naissance, non par mariage, mais par volonté, intelligence et audace. C'était sans précédent. Une femme d'origine étrangère sans prétention légitime avait pris le trône russe sans livrer une seule bataille, mais son véritable défi ne faisait que commencer. Elle devait transformer cette prise de pouvoir audacieuse en un héritage durable. La Russie l'accepterait-elle? La noblesse la respecterait-elle? Pourrait-elle maintenir l'Empire uni sans subir le même sort que son mari? Catherine comprenait que le pouvoir gagné par l'intrigue pouvait être perdu tout aussi facilement. Elle devait régner non comme une conspiratrice, mais comme une visionnaire. Et ainsi commença sa transformation, de conspiratrice prudente à impératrice réformatrice, celle qui redessinerait les frontières, embrasserait les Lumières et redéfinirait ce que signifiait être une femme au pouvoir. Une fois la couronne obtenue, Catherine aurait pu se reposer sur son pouvoir. Mais elle n'en fit rien. Elle avait quelque chose de plus grand en tête que de simplement s'asseoir sur un trône. Elle voulait transformer la Russie, et pas seulement militairement ou politiquement, mais intellectuellement. Alors que Pierre avait vénéré Frédéric le Grand et les soldats de plomb, Catherine idolâtrait Voltaire, Diderot et les penseurs audacieux des Lumières. Elle croyait en la raison, au progrès, à l'éducation et au rôle du monarque comme serviteur du peuple, même si elle-même régnait avec une autorité absolue, tout comme Louis XV, dit « le bien-aimé », qui en France avait pourtant échoué à mettre en œuvre les réformes inspirées par les Lumières. Catherine ne se contentait pas de lire la philosophie des Lumières, elle la vivait. Elle correspondit directement avec Voltaire pendant plus de 15 ans, le flattant tout en défendant son autocratie. Elle invita Diderot à sa cour et acheta même toute sa bibliothèque pour le soutenir financièrement. Derrière les portes closes, elle étudiait des textes juridiques, débattait des réformes et élaborait des politiques pour moderniser l'Empire. Les premières années de son règne furent consacrées à codifier le droit russe. Elle forma la commission législative en 1767, un projet ambitieux destiné à réécrire l'ensemble du code juridique de la Russie. Le propre nakaz, ou instruction, de Catherine était un manifeste politique déguisé qui parlait d'égalité devant la loi, des dangers de la torture et de la responsabilité des dirigeants de servir le bien commun. Pour une impératrice dans la Russie du XVIIIe siècle, c'était radical. Mais les idéaux des Lumières devaient survivre aux réalités de la Russie, un pays vaste, féodal et profondément conservateur.
dirigés par des nobles qui aimèrent leurs serfs exactement là où ils étaient, sous leur domination. Catherine le savait. Bien qu'elle prônât la réforme, elle avançait avec prudence. Elle abolit certaines formes de torture, élargit l'accès à l'éducation laïque et construisit des écoles et des bibliothèques, mais elle réaffirma également le contrôle de la noblesse sur leurs serfs pour s'assurer leur loyauté. À une époque où la France connaissait également des tensions croissantes entre la noblesse et le peuple, qui aboutiraient à la Révolution de 1789. C'était l'équilibre de Catherine, une reine philosophe en public, une impératrice pragmatique en privé. Elle marchait sur une corde raide entre idéologie et survie, entre les salons brillants de Paris et la politique âpre de Moscou. Sa vision pour la Russie était audacieuse, mais toujours calculée. À bien des égards, Catherine n'essayait pas de rendre la Russie européenne. Elle essayait de la rendre moderne selon ses propres termes, et cela signifiait réformer, oui, mais avec une main de fer dans un gant de velours. Catherine ne se contentait pas de réformer la Russie de l'intérieur. Elle voulait l'étendre vers l'extérieur, en faire un empire digne de crainte, d'admiration et d'envie. Là où Pierre le Grand avait ouvert une fenêtre sur l'Occident, Catherine visait à abattre les murs. Sous sa direction, les frontières de la Russie s'étendirent plus que jamais. Elle mena des guerres non seulement pour défendre sa couronne, mais pour redessiner la carte de l'Europe. Une de ses campagnes les plus significatives fut contre l'Empire ottoman. Ces guerres, menées par vagues tout au long des années 1760 et 1770, ne concernaient pas seulement le territoire. Il s'agissait d'influence. Catherine se voyait comme la libératrice des chrétiens orthodoxes vivant sous domination musulmane et comme la protectrice légitime de l'Europe de l'Est. Sous des généraux comme Alexandre Souvorov et Grigori Potemkine, la Russie s'empara de régions clés, notamment de la Crimée, de la côte nord de la mer Noire et de l'accès à des ports en eau chaude, ce que les tsars russes convoitaient depuis des générations. Ces victoires n'étaient pas seulement militaires, elles étaient symboliques. Avec chaque conquête, Catherine envoyait un message. La Russie n'était plus le cousin lointain et arriéré de l'Europe. C'était une force continentale. Elle tourna également son regard vers l'Ouest. Dans une série d'accords et de manœuvres diplomatiques, Catherine participa aux partitions de la Pologne, démembrant le Commonwealth polono-lituanien, en difficulté avec l'Autriche et la Prusse. À la fin de la troisième partition en 1795, la Pologne avait été effacée de la carte et la Russie revendiquait de vastes nouveaux territoires et des millions de nouveaux sujets, renforçant sa position face à la France révolutionnaire qui émergeait à l'ouest. Mais Catherine ne conquérait pas seulement avec des armées, elle colonisait aussi avec des idées. De nouvelles villes furent construites, des routes commerciales furent développées, des colons allemands furent invités à cultiver les terres russes. L'Empire devint une mosaïque de la glaciale Baltique aux rives ensoleillées de la mer Noire. Et à travers tout cela, Catherine restait la force centrale, lisant des rapports, donnant des ordres et supervisant personnellement la forme de son empire en expansion. Les critiques l'accuseraient d'être avide de pouvoir, voire impérialiste. Mais pour Catherine, l'expansion n'était pas de l'ambition, c'était la destinée. Un grand souverain, croyait-elle, ne se mesurait pas seulement à ses idées, mais à ses frontières. Elle ne voulait pas seulement diriger la Russie, elle voulait la refaçonner en un empire civilisé, craint par ses ennemis, respecté par ses pairs et loyal envers elle seule. Malgré tout son génie et son pouvoir, Catherine la Grande était tout aussi célèbre pour ce qui se passait derrière les portes du palais. Et non, tout ne se murmurait pas dans les bibliothèques. La vie privée de Catherine devint l'un des aspects les plus commentés de son règne. Elle eut des amants, pas seulement un ou deux, mais un défilé soigneusement sélectionné, souvent plus jeunes de plusieurs décennies, généralement beaux et parfois politiquement influents. Elle ne les cachait pas. En fait, elle les récompensait souvent avec des titres, des domaines et des pensions, s'ils se comportaient un peu bien. Sinon, ils étaient discrètement congédiés, parfois avec un poli merci et une promotion. Parmi les plus importants de ses amants figurait Grigori Potemkine, un homme aussi brillant qu'audacieux. Leur relation brouillait les frontières entre romance, politique et partenariat. Certains historiens pensent qu'ils se seraient même mariés en secret. Ensemble, ils façonnèrent des campagnes militaires, des projets de colonisation et la transformation de la Russie méridionale. Potemkine n'était pas seulement un amant, il était son co-dirigeant à bien des égards. Pourtant, l'Europe ne voyait que le scandale. Les ragots tourbillonnaient.
Des pamphlets satiriques la dépeignaient comme luxurieuse, insatiable, voire déséquilibrée, tout comme Marie-Antoinette en France était calomniée par des libelles licencieux. Et après sa mort, les rumeurs ne firent qu'empirer, la plus infâme étant l'histoire complètement fausse et grotesque, impliquant un cheval, propagée par ses ennemis pour salir son héritage. Mais pourquoi cette obsession? Simple. Catherine était une femme qui exerçait le pouvoir sans s'excuser, et dans un monde où les dirigeantes féminines étaient censées être soit des vierges saintes, soit des figures tragiques, elle refusait de jouer ce rôle. Elle vivait, aimait et régnait selon ses propres termes, et cela la rendait dangereuse. Ironiquement, alors que ses critiques la qualifiaient d'immorale, Catherine elle-même était profondément philosophique concernant l'amour et la sexualité. Elle croyait que le plaisir était une partie naturelle de la vie, et que les relations personnelles ne devaient pas menacer la responsabilité publique. Elle séparait l'émotion de la gouvernance, un exploit que peu de dirigeants masculins réussissaient. En réalité, ces liaisons étaient souvent stratégiques. Elle s'entourait d'hommes loyaux, capables et politiquement utiles, et quand ils cessèrent de l'être, elle les laissait partir, généralement avec un sourire et une retraite généreuse. La vie amoureuse de Catherine n'affaiblissait pas son règne. Elle faisait partie de sa stratégie, un mélange de passion et de pouvoir qui la rendait inoubliable, enviée et crainte. Malgré tout son charisme et son contrôle, le règne de Catherine ne fut pas sans péril. Et en 1773, ce péril prit la forme d'un cosaque barbu, nommé Yemelyan Pougatchev. Ce n'était pas un rebelle ordinaire. Pougatchev prétendait n'être autre que Pierre III, le mari défunt de Catherine. Selon lui, il avait survécu au coup d'État et revenait maintenant pour reprendre le trône à l'usurpatrice allemande. C'était absurde. Pierre était mort depuis longtemps, mais pour les classes inférieures opprimées et épuisées de Russie, l'affirmation n'avait pas besoin d'être vraie, elle devait juste offrir de l'espoir. Pougatchev promit la libération, la fin du servage, des impôts plus bas et des terres pour le peuple commun. Ces paroles allumèrent un feu dans toute la région de la Volga, en particulier parmi les Cosaques, les paysans et les vieux croyants. À une époque où l'écart entre nobles et serfs s'était brutalement creusé, ces promesses sonnaient comme le salut. La rébellion de Pougatchev devint le plus grand soulèvement paysan de l'histoire russe. Des villes furent prises, des forteresses tombèrent, des nobles furent massacrés. Pendant un moment terrifiant, il sembla que l'Empire lui-même pourrait se fracturer, rappelant les insurrections paysannes comme la Grande Peur qui éclatèrent en France en 1789. Catherine fut ébranlée. Ce n'était pas une guerre étrangère qu'elle pouvait gagner avec de la cavalerie et des traités. C'était une révolte de l'intérieur. Son propre peuple, se soulevant contre le système qu'elle dirigeait. Mais Catherine ne paniqua pas. Elle agit. Elle envoya des forces militaires professionnelles pour écraser la rébellion, sans pitié. Les forces de Pougatchev furent vaincues en 1774. Il fut capturé, exposé dans une cage de fer et finalement décapité à Moscou. Un avertissement public pour tous ceux qui oseraient suivre son exemple. Après cela, Catherine renforça l'ordre et le contrôle. Ses rêves de libérer les serfs s'évanouirent silencieusement. La rébellion lui avait montré les limites des Lumières dans un pays encore enchaîné par le féodalisme. Elle s'appuya davantage sur la noblesse, qui offrait sa loyauté en échange d'un contrôle absolu sur leurs serfs. Ce fut un tournant. L'impératrice, qui citait autrefois Voltaire, privilégiait désormais la stabilité à la philosophie. La réforme devint prudente, la surveillance s'accrut. La rébellion, même murmurée, devait être écrasée avant qu'elle ne prenne son souffle. Pougatchev avait peut-être perdu la tête, mais il laissa derrière lui un avertissement qui hanta Catherine. Que le pouvoir bâti sur l'inégalité ne pouvait tenir que jusqu'à ce que la tempête s'abatte. À l'approche des dernières années de sa vie, Catherine la Grande avait régné sur la Russie pendant plus de 3 décennies, plus longtemps que toute autre femme souveraine de l'histoire russe. Dès le moment où elle s'empara du pouvoir, elle avait défié les attentes, remodelé son empire et redéfini ce qu'une femme et une monarque pouvaient être. Sous le règne de Catherine, la Russie devint une véritable puissance européenne, son territoire s'étendant de plus de 500 000 km², engloutissant la Crimée, des parties de la Pologne et des étendues de la côte de la mer Noire. Ce n'étaient pas seulement des victoires militaires, c'étaient des pivots stratégiques, assurant des ports en eau chaude et reconfigurant le commerce. Mais son héritage ne se dessinait pas seulement sur des cartes.
Catherine laissa également une empreinte culturelle. Elle contribua à la fondation du musée de l'Ermitage, amassa l'une des plus grandes collections d'art d'Europe et correspondit avec les plus grands esprits des Lumières. Sa cour devint un centre de sophistication, d'art et d'ambition intellectuelle. Dans un pays souvent considéré comme arriéré par les Européens occidentaux, Catherine mit fermement la Russie sur la carte culturelle. Elle modernisa l'éducation, fondant des écoles pour filles, et promut l'impression de livres. Elle introduisit l'inoculation contre la variole en Russie, recevant même publiquement le vaccin elle-même, un acte de bravoure scientifique à son époque. Pourtant, son règne fut aussi celui des contradictions. Bien qu'elle admirât les idéaux des Lumières, elle ne libéra jamais les serfs. En fait, elle étendit le servage plus profondément dans les territoires russes. Ces réformes, bien qu'impressionnantes, restèrent principalement descendantes, conçues pour polir l'Empire sans vraiment transformer ses fondations. Néanmoins, le règne de Catherine apporta stabilité et ambition. Elle comprenait que le pouvoir n'était pas hérité. Il était façonné, géré et constamment défendu. Elle ne régnait pas par droit divin, mais par force de volonté, brillance politique et calcul incessant. Elle fut appelée de nombreuses façons, usurpatrice, tyran, réformatrice, séductrice. Mais avant tout, elle était efficace. Quand elle mourut en 1796, la Russie était plus riche, plus grande et plus redoutable qu'elle ne l'avait été depuis des siècles. Elle laissa derrière elle un trône sécurisé, un empire étendu et une légende qui perdurerait pendant des siècles. Catherine ne se contentait pas de régner. Elle gouvernait avec intelligence, stratégie et une emprise sans excuse sur l'histoire. Et ce faisant, elle devint plus qu'une impératrice. Elle devint un mythe. Malgré tout son pouvoir, son expansion et son héritage durable, Catherine la Grande restait, au fond, une femme naviguant dans un monde d'hommes et le remodelant à son image. Derrière les portraits impériaux et les décrets d'État se trouvait quelqu'un profondément conscient de la précarité de sa position. Elle n'était pas née russe. Elle était arrivée au trône par un coup d'État. Elle dirigeait un empire qui ne voulait pas d'une femme aux commandes, et pourtant, non seulement elle persévéra, mais elle prospéra. Catherine ne se contentait jamais d'être ornementale. Elle lisait constamment, écrivait sans cesse et n'arrêtait jamais d'apprendre. Son emploi du temps quotidien était intense. Des heures à lire des rapports, à correspondre avec des puissances étrangères, à éditer des documents d'État et à gérer une cour remplie de factions rivales. Elle ne se contentait pas de s'asseoir sur le trône. Elle travaillait le trône comme une femme d'État née pour cela. Elle était aussi, à bien des égards, solitaire. Elle s'entourait de courtisans, d'amants et d'artistes, mais écrivait dans ses mémoires sur le peu de personnes à qui elle pouvait vraiment faire confiance. Son fils Paul, qu'elle méfiait et tenait à l'écart des affaires d'État, devint un homme dont elle craignait qu'il ne défasse tout son progrès. Son plus grand partenariat émotionnel, avec Grigori Potemkin, se transforma en profonde amitié, mais sa mort en 1791 laissa une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Catherine façonnait soigneusement son image. Elle comprenait le pouvoir du récit et le maniait mieux que la plupart des monarques de son époque. Elle se présentait comme la mère de la Russie, monarque éclairée, impératrice guerrière et amoureuse des arts. Mais sous ces rôles se trouvait une femme qui avait enduré le rejet, la trahison, le scandale et la rébellion, et qui continuait d'avancer. Quand elle mourut en 1796, elle laissa derrière elle un empire transformé, mais aussi des questions. Aurait-elle pu faire plus pour mettre fin au servage? Ses idéaux des Lumières ont-ils été compromis par la politique? Était-elle plus réformatrice ou dirigeante? L'histoire se souvient d'elle par le titre qu'elle ne s'est jamais donné. La Grande. Ce n'était pas parce qu'elle était sans défaut, ou gentille, ou juste. C'était parce qu'elle prenait le pouvoir et l'exerçait selon ses propres termes, à une époque et dans un lieu où les femmes n'étaient pas censées en avoir. Elle ne portait pas seulement la couronne, elle réécrivait ce que signifiait la mériter. À travers le monde maya, dans des sites comme Yaxchilan, Naranjo et Calakmul, les inscriptions montrent des femmes dirigeant d'importantes cérémonies, participant à la diplomatie guerrière et parfois régnant pleinement. Elles étaient souvent représentées sur des stèles et des fresques, vêtues de coiffes et de parures élaborées, se tenant aux côtés des rois comme leurs égales, ou parfois au-dessus d'eux. Leurs paroles étaient gravées en glyphes. Leurs noms étaient mémorisés jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.
Lorsque les conquistadors espagnols arrivèrent des siècles plus tard, une grande partie de cette mémoire s'était érodée. Le regard colonial voyait les femmes autochtones comme des figures silencieuses dans un monde dominé par les hommes. Mais l'archéologie raconte une autre histoire, celle de rôles de genre complexes où le pouvoir était négocié, non simplement hérité. Ce contexte place la Reine Rouge sous un nouveau jour. Elle n'a peut-être pas régné en titre, mais sa sépulture, riche, sacrée et positionnée à côté de Pakal, suggère qu'elle était un pilier central de l'ordre royal. Son masque de jade n'était pas une simple décoration, mais un symbole d'identité, de pouvoir détenu dans la vie et protégé dans la mort. Sa lignée sanguine était peut-être le ciment même qui maintenait la dynastie de Palenque. Dans la civilisation maya, une reine n'était pas simplement une reine. Elle était gardienne d'une lignée sacrée, une voix dans les cérémonies et souvent le pont entre les dieux et les hommes. La Reine Rouge est peut-être restée sans nom, mais dans son monde, elle n'a jamais été sans voix. La Reine Rouge n'a pas simplement été enterrée avec des trésors. Elle a été inhumée dans une architecture riche de sens, imprégnée de cosmologie maya, de symbolisme rituel et de conception intentionnelle. Sa tombe n'était pas simplement une sépulture, mais une porte vers l'éternité. Son corps a été découvert à l'intérieur du temple 13, l'une des plus petites pyramides au cœur de Palenque, mais sa proximité avec le temple des inscriptions, lieu de repos de Pakal le Grand, est révélatrice. Ces temples n'ont pas été construits au hasard. Leur positionnement était sacré, guidé par l'astrologie, les mythes et l'héritage dynastique. Le temple 13 s'élève modestement comparé à son imposant voisin, mais il cache quelque chose de plus intime. Une crypte scellée, intacte, parfaitement préservée. Elle fut construite au cœur même du temple, accessible uniquement par un escalier étroit et abrupt. La descente vers sa tombe semble presque symbolique. Un voyage rituel vers le bas, dans l'inframonde. La chambre elle-même est austère, faite de pierres taillées, hermétiquement scellées pendant plus de 1300 ans. Aucun glyphe ni fresque ne couvre les murs. Aucune sculpture ornée ne raconte son histoire. Mais ce silence est peut-être intentionnel. C'était un espace non pas destiné à l'interprétation des vivants, mais à la transformation des morts. Au centre, son sarcophage repose comme un autel. Taillé dans le calcaire, il fait écho au grand cercueil de pierre de Pakal juste à côté. Alors que le couvercle de Pakal est célèbre pour ses gravures représentant la renaissance cosmique, la tombe de la Reine Rouge est plus sobre. L'attention se porte vers l'intérieur, sur le corps, sur le cinabre, sur le rituel de la mort elle-même. Et pourtant, il existe des indices architecturaux subtils qui suggèrent une signification. La tombe est alignée d'est en ouest, un chemin symbolique reflétant le voyage du soleil de la vie à la mort. La chambre est petite mais puissante. Elle semble délibérée, personnelle, une enceinte sacrée pour quelqu'un de vénéré. Les temples funéraires étaient des outils cosmologiques, des ponts entre les cieux, la terre et l'inframonde. Y être enterré signifiait être élevé au-delà du domaine humain. La demeure éternelle de la Reine Rouge n'était pas une pensée après coup, mais un sanctuaire soigneusement construit, un lieu où la mort devenait transformation. Ses os reposent dans la pierre, son essence dans le cinabre et son héritage dans l'architecture elle-même. Un temple qui parle sans mots, nous disant qu'elle comptait. Pour les anciens Mayas, la mort n'était pas une fin. C'était un seuil, un passage sacré vers l'inframonde, connu sous le nom de Xibalba. Et pour quelqu'un comme la Reine Rouge, cette traversée n'était pas seulement spirituelle, elle était politique, cosmologique et profondément ritualisée. Les rituels funéraires étaient des événements soigneusement chorégraphiés, enracinés dans les mythes et destinés à guider l'âme à travers les couches périlleuses de l'inframonde. Les textes et l'iconographie mayas nous disent que Xibalba n'était pas un au-delà paisible. C'était un labyrinthe de ténèbres, de rivières de sang, d'épreuves et de dieux de la mort. Seuls ceux qui étaient incorrectement enterrés, rituellement préparés et spirituellement équipés pouvaient réussir ce voyage. La Reine Rouge fut enterrée enveloppée de cinabre, enfermée dans la pierre et entourée d'offrandes, tous signes d'une sépulture d'élite. Mais il y a plus. La présence d'aiguilles en os et de lames d'obsidienne dans sa tombe évoque des rituels d'auto-sacrifice, peut-être des outils symboliques représentant des rites qu'elle avait exécutés de son vivant, ou qui furent réalisés lors de son enterrement pour doter son esprit de pouvoir. Son masque funéraire, soigneusement assemblé à partir de pièces de jade, n'était pas simplement décoratif. Il pouvait servir de vaisseau spirituel,
préservant son visage et son identité alors qu'elle voyageait vers l'au-delà. Dans la croyance maya, le visage était un miroir de l'âme, et l'âme devait être reconnue par les dieux. Les récipients en céramique qui l'entouraient contenaient peut-être autrefois du chocolat, du maïs, de l'eau ou même du pulque pour la nourrir dans l'autre monde. D'autres objets, comme des épines de raie ou des trompettes en coquillage, pouvaient représenter des outils spirituels, des appels aux dieux ou des symboles de communication rituelle. L'enterrement n'était pas simplement un adieu. C'était une transformation. Les Mayas croyaient au cycle, à la mort comme semence, à l'enterrement comme plantation et à l'au-delà comme renaissance. Les rois et les reines étaient souvent considérés comme des incarnations terrestres des dieux. Et dans la mort, ils retournaient à ses origines divines. La reine rouge, recouverte de la couleur du sang, enterrée dans une pyramide et honorée par des offrandes, était préparée non pas pour la fin, mais pour une renaissance. Non pas comme mortelle, mais comme un être lié à l'ordre sacré du cosmos. Son enterrement n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de sa légende. À quelques pas seulement du dernier repos de la Reine Rouge se trouve l'une des tombes les plus emblématiques de Mésoamérique, celle de Kinich Janab Pakal, connu simplement comme Pakal le Grand. Sa sépulture à l'intérieur du grand temple des inscriptions est célèbre pour son art, son échelle et son symbolisme profondément spirituel. Mais ce qui rend la tombe de la Reine Rouge si extraordinaire, ce n'est pas seulement ce qu'elle contenait, c'est où elle a été trouvée. Son sarcophage était caché dans le temple Troy, directement adjacent au monument de Pakal. Dans une cité comme Palenque, où chaque temple était soigneusement positionné pour refléter des principes cosmiques, cette proximité n'était pas une coïncidence. C'était intentionnel, une déclaration gravée dans la pierre. De nombreux chercheurs pensent que la Reine Rouge était Zakbu Adjao, la reine et fidèle épouse de Pakal. Bien que sa tombe manque d'inscription, les similitudes entre leurs sépultures sont frappantes. Tous deux enveloppés de cinabre, tous deux enterrés dans des pyramides, tous deux ornés de jade et tous deux traités avec une extrême révérence. Ces rituels se reflètent mutuellement, comme deux moitiés d'un récit sacré. Le couvercle de Pakal le montre célèbrement chutant dans l'arbre de l'inframonde, une scène cosmique de mort et de renaissance. La tombe plus simple de la Reine Rouge ne contient pas une telle iconographie, mais le symbolisme réside dans l'association elle-même. Si Pakal représentait le soleil, voyageant à travers l'inframonde la nuit pour se lever à nouveau, alors la Reine Rouge représentait peut-être la lune, la force féminine qui suit son propre chemin mystérieux dans le ciel. Ensemble, ils incarnaient une dualité cosmique, masculin et féminin, roi et reine, soleil et lune, ordre et rituel. Dans la mythologie maya, la royauté n'était pas singulière, elle était relationnelle. L'harmonie du cosmos exigeait l'équilibre, et cet équilibre s'étendait à la cour dynastique. En plaçant la Reine Rouge à côté de Pakal, les Mayas préservaient non seulement un mariage, mais un partenariat cosmique. Leur proximité dans la mort reflétait peut-être leur rôle dans la vie. Une reine non pas derrière, mais aux côtés de son roi, partageant non seulement un trône, mais un héritage. Dans leur tombe, ils parlent sans mots. Deux âmes enveloppées de cinabre et de pierre, unies à travers l'éternité, l'un des silences sacrés les plus profonds de l'histoire. Bien que son nom ait été perdu dans le temps, la Reine Rouge de Palenque perdure, non pas comme une relique oubliée, mais comme l'une des femmes les plus énigmatiques et puissantes du monde ancien. Sa tombe, scellée pendant plus de 1300 ans, murmure maintenant à travers les siècles, suscitant des questions qui résonnent plus fort à chaque découverte. Elle représente un mystère qui résiste encore à une compréhension complète. Nous ne saurons peut-être jamais exactement qui elle était. Aucun glyphe n'a gravé son nom. Aucune stèle n'a raconté son histoire. Et pourtant, le soin apporté à sa sépulture, la richesse de ses offrandes, le symbolisme de ses os imprégnés de rouge écarlate, tout parle d'une femme profondément importante, non pas simplement comme épouse ou consort, mais comme quelqu'un qui détenait une réelle influence, un poids spirituel et un sang royal. Aujourd'hui, la Reine Rouge nous force à réévaluer nos suppositions. Elle nous rappelle que dans le monde maya ancien, les femmes n'étaient pas silencieuses. Elles dirigeaient des rituels, gouvernaient des cités et façonnaient des dynasties. Alors que des rois comme Pakal ont longtemps occupé le devant de la scène, la réémergence de la Reine Rouge nous rappelle que le pouvoir n'appartenait pas seulement aux hommes. Il coulait à travers les mères, les reines, les prêtresses et les visionnaires.
Son héritage dépasse les trésors qu'elle a laissés derrière elle. C'est la conversation qu'elle a initiée parmi les archéologues, les historiens, les artistes et les conteurs. Chaque perle de jade, chaque couche de cinabre, chaque choix architectural dans le temple 13 nous dit quelque chose de délibéré. Cette femme comptait et c'est peut-être la partie la plus extraordinaire de son histoire. Pas ce que nous savons, mais ce que nous ignorons encore. La Reine Rouge nous enseigne que l'histoire n'est pas seulement une collection de faits, c'est un puzzle vivant, un désir humain partagé de se connecter avec le passé. En ce sens, son héritage continue de se déployer. Elle repose enveloppée de rouge, la couleur de la vie et du sacrifice, du sang et de la renaissance. Son visage, autrefois caché derrière un masque de jade, nous regarde maintenant à travers la science, l'art et l'émerveillement. Elle reste sans nom, mais non sans voix. Mystérieuse, mais non oubliée. La Reine Rouge a peut-être régné sur un royaume dans la vie, mais dans la mort, elle règne sur quelque chose de plus grand, notre imagination. Sa tombe a été scellée dans la pierre, son histoire a été écrite dans le silence. Et pourtant, d'une certaine façon, elle parle encore. Frida Kahlo est née le 6 juillet 1907 dans le quartier vibrant de Coyoacán, alors un village à la périphérie de Mexico. Sa maison d'enfance, la Casa Azul, la Maison Bleue, était remplie de couleurs, de contradictions et de forces tranquilles. Elle deviendrait plus tard un sanctuaire, un champ de bataille et un musée dédié à l'une des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. Frida était la troisième des 4 filles nées de Guillermo Kahlo, un photographe germano-hongrois, et de Mathilde Calderón, une catholique dévote d'ascendance indigène et espagnole. Ses parents étaient des opposés. Guillermo, réservé et intellectuel. Mathilde, religieuse et émotionnellement distante. Frida hériterait de l'introspection et de l'œil artistique de son père, mais aussi de la farouche résilience de sa mère. Enfant, Frida était imaginative, franche et audacieuse. Elle lisait avec voracité et posait des questions auxquelles la plupart des adultes ne voulaient pas répondre. Mais à l'âge de 6 ans, elle contracta la poliomyélite qui laissa sa jambe droite plus mince et plus faible que l'autre. Une différence physique qu'elle essaya de masquer avec de longues jupes, sans jamais permettre que cela limite son esprit. La maladie la laissa alitée pendant des mois et isolée des autres enfants. Durant cette période, elle se rapprocha de son père, qui l'encourageait à faire de l'exercice, à faire du vélo et à rester mentalement vive. Contrairement à la plupart des filles de son époque, Frida n'aspirait pas à devenir épouse ou ménagère. Son objectif ? Devenir médecin ? Elle s'inscrivit à la prestigieuse École nationale préparatoire de Mexico à l'âge de 15 ans, l'une des rares filles acceptées. Là, elle se distinguait non seulement par son intelligence, mais par son esprit rebelle, sa pensée radicale et son style unique. Elle rejoignit un groupe de jeunes intellectuels connus sous le nom des Cachuchas, qui débattaient de philosophie, de littérature et de politique. Frida était attirée par la Révolution, par les idées qui défiaient la tradition. Mais même dans ses premières années, avant l'accident de bus qui marquerait son corps, et avant la renommée qui définirait son héritage, Frida Kahlo se peignait déjà dans le monde, avec des contours nets, des idées sans compromis et une identité trop grande pour tenir dans les attentes des autres. Elle ne grandissait pas simplement à Coyoacán, elle se préparait à se réinventer entièrement. Le 17 septembre 1925, la vie de Frida Kahlo fut scindée en deux, la jeune fille qu'elle avait été et la femme qu'elle fut forcée de devenir. Cet après-midi-là, elle monta dans un bus en bois avec son petit ami, Alejandro Gómez Arias, après l'école. Ils riaient, se taquinaient et probablement se disputaient. Frida ne faisait jamais les choses à moitié. Mais quelques instants plus tard, le bus entra en collision avec un tramway et, en un instant, son avenir se défit en douleur, métal et silence. L'accident fut horrible. Le tramway écrasa le bus contre un mur, fracassant le bois et projetant les passagers. Frida fut empalée par une barre de fer. Elle entra par sa hanche gauche et ressortit par son bassin. Sa colonne vertébrale se fractura en 3 endroits. Sa jambe droite fut brisée, son pied disloqué, sa clavicule et ses côtes cassées, son épaule démise, son abdomen percé. Elle n'avait que 18 ans. Un homme la couvrit d'un manteau emprunté. Quelqu'un d'autre remarqua que son corps scintillait, non pas de sang, mais de la poudre d'or qu'elle transportait dans une pochette. Elle avait explosé à l'impact, saupoudrant sa forme brisée de ce qui ressemblait à de la cendre étincelante.
Frida fut transportée à l'hôpital de la Croix-Rouge et subit de nombreuses opérations au cours des mois suivants. Elle passa des semaines dans un plâtre corporel, allongée sur le dos, immobile, souffrant d'infections et d'incertitudes. L'avenir qu'elle avait imaginé, celui de devenir médecin, s'éloignait un peu plus chaque jour. Mais dans cette immobilité, quelque chose commença à s'agiter. Son père lui donna des pinceaux. Sa mère fabriqua un chevalet spécial suspendu au-dessus de son lit. Un miroir fut placé sur le baldaquin pour qu'elle puisse se voir. Et là, couchée dans le plâtre et l'agonie, Frida commença à peindre. D'abord par ennui, puis par obsession. Ses premiers sujets furent son propre reflet, car c'était tout ce qu'elle avait. Mais ce qui émergea n'était pas de la vanité. C'était de la survie. L'accident l'avait brisée physiquement, mais il avait aussi ouvert une porte. Une porte vers son propre esprit, son propre corps, et finalement vers le langage surréel de la douleur et de l'identité qui définirait son art. La jeune fille qui voulait guérir les autres commençait maintenant à se guérir elle-même. Un coup de pinceau à la fois. Alors que Frida Kahlo gisait enfermée dans le plâtre et l'acier, un corps se battant contre lui-même à chaque respiration, elle commença à peindre. Ce qui a commencé comme une forme de thérapie est vite devenu un langage. Et ce langage était profondément personnel, brutalement honnête et souvent difficile à regarder. C'était précisément le but. Frida ne peignait pas de jolies fleurs ou des paysages polis. Elle peignait la douleur. Sa douleur. Physique, émotionnelle et existentielle. Ses premiers sujets s'étirent des autoportraits. Non pas parce qu'elle était vaniteuse, mais parce que, comme elle l'a dit célèbrement, « Je me peins parce que je suis si souvent seule et parce que je suis le sujet que je connais le mieux. » Ses premières œuvres étaient de petite taille, peintes sur des panneaux d'étain ou de bois, inspirées des retableaux mexicains, des peintures dévotionnelles destinées à raconter des histoires de souffrance et de miracles. Frida a tourné cette tradition vers l'intérieur. Son corps est devenu la toile. Ses émotions sont devenues l'autel. Elle s'est peinte comme divisée, transpercée, saignante. Dans un tableau, elle est transpercée de clous, comme une martyre moderne. Dans un autre, elle flotte dans un paysage stérile, attachée à une colonne brisée, métaphore de sa colonne vertébrale fracturée. Elle s'est peinte en pleurs, fracturée, décapitée et nue. Mais jamais passive, toujours observatrice. Sa douleur n'était pas aseptisée. Elle peignait la laideur du traumatisme avec beauté, défi et même humour. Chaque pièce était une réappropriation. De son corps, de son expérience et de son identité en tant que femme dans un monde qui tentait souvent de la définir. Mais Frida ne racontait pas seulement son histoire. Elle inventait un nouveau type de récit visuel qui mêlait l'art populaire mexicain, le surréalisme, l'illustration médicale et le symbolisme. Ces tableaux sont devenus des autopsies oniriques de son âme, encadrés de couleurs, de culture et de mythes. Au moment où elle s'est suffisamment rétablie pour marcher à nouveau, bien que douloureusement, Frida n'était plus la jeune fille qui avait voulu être médecin. Elle était une artiste et son art ne ressemblait à rien de ce que quiconque avait vu auparavant. Elle avait pris la pire chose qui lui soit jamais arrivée et l'avait transformée en source de création. Frida Kahlo ne s'est pas contentée de peindre sa douleur. Elle a obligé le monde à la regarder. Et ce faisant, elle a transformé la souffrance en un acte sacré d'expression de soi. En 1928, encore en convalescence, toujours en train de peindre, et à seulement 21 ans, Frida Kahlo rencontra l'homme qui allait devenir la relation la plus profonde et la plus tumultueuse de sa vie, Diego Rivera. Il avait 20 ans de plus qu'elle et était déjà le peintre le plus célèbre du Mexique. Imposant tant par sa stature que par sa présence, Rivera était un géant du muralisme mexicain, connu pour ses fresques à portée politique qui racontaient l'histoire du peuple mexicain. Frida avait déjà vu son travail, elle l'admirait, mais maintenant elle voulait son avis sur son propre travail. Elle lui apporta ses peintures au ministère de l'Éducation, interrompant son travail sur échafaudage pour lui demander franchement « Ai-je du talent ?» Diego regarda et dit oui, et pas seulement par gentillesse. Il reconnut en elle quelque chose de rare, une voix non filtrée, brute et sans prétention, pleine de rage, d'ironie, de douleur et de beauté. Ils entamèrent une relation aussi dévorante que créative. Frida dira un jour « J'ai subi 2 accidents dans ma vie, l'un où un tramway m'a renversé, l'autre fut Diego. Ils se marièrent en 1929, un couple étrange aux yeux des autres.
Diego massif, infidèle, politiquement célèbre, Frida à la langue acérée, farouchement indépendante, marchant déjà avec une canne. Ses parents appelèrent cela un mariage entre un éléphant et une colombe. Leur lien était passionné mais chaotique. Diego soutenait son art et encourageait son développement en tant que peintre. Mais il était aussi constamment infidèle, même avec la propre sœur de Frida, Cristina. Frida en fut dévastée et, en retour, prit ses propres amants, hommes et femmes, y compris des liaisons présumées avec Léon Trotsky et la peintre Georgia O'Keeffe. Ils divorcèrent en 1939, puis se remarièrent un an plus tard avec des conditions différentes. Cette fois, Frida garderait son autonomie, sa maison, son argent, son nom. Leur second mariage concernait moins l'amour traditionnel que le partenariat créatif et la compréhension mutuelle. Malgré les trahisons et le chagrin, Diego resta une force constante dans la vie de Frida. Il la défiait, la blessait, mais il croyait aussi en elle en tant qu'artiste, en tant que révolutionnaire et en tant que femme qui pouvait redéfinir ce que la peinture pouvait être. Ensemble, ils n'étaient pas paisibles, mais ils étaient légendaires. Dans les années 1930, Frida Kahlo suivit Diego Rivera dans un voyage vers le nord, à San Francisco, Detroit et New York, alors qu'il réalisait d'importantes commandes de fresques. Ces années à l'étranger la mirent face à face avec l'industrialisme américain, la richesse et les contradictions du capitalisme, et la laissèrent avec un profond malaise politique. Frida était une fière nationaliste mexicaine, une communiste engagée et une admiratrice des traditions indigènes. L'opulence dont elle fut témoin aux États-Unis, surtout pendant que la Grande Dépression ravageait une grande partie du pays, ne fit qu'approfondir son sentiment de désillusion. Dans ses lettres à sa famille, elle se moquait du matérialisme de cette culture et de son obsession des apparences. Le Mexique lui manquait, avec son âpreté, ses couleurs et ses contradictions. Tandis que Diego peignait d'énormes fresques sur les murs d'usine, Frida commençait à peindre des révolutions plus petites et plus silencieuses, des œuvres profondément personnelles sur étain, étoiles. Son style se solidifiait, tranchant, surréel, émotionnel et intime. C'est durant cette période qu'elle produisit certains de ses autoportraits les plus emblématiques. Frida ne se peignait pas simplement par vanité, elle se peignait pour survivre. Son identité devint son paysage. Avec son corps constamment souffrant, à cause de son accident, de multiples opérations et d'une fausse couche à Détroit, elle se tourna vers l'intérieur. Ses portraits la montraient saignante, fragmentée, exposée. Pourtant, son visage était toujours calme, toujours direct, sans excuse. L'une de ses œuvres les plus puissantes. Hôpital Henry Ford la montre allongée sur un lit d'hôpital, en pleurs, entourée de symboles flottants de perte. Un fœtus, un escargot, du matériel médical, un bassin fracturé. C'était brut, graphique et profondément émotionnel. Une toile qui saignait de vérité. De retour au Mexique, Frida s'immergea dans la politique de gauche. Elle et Diego accueillirent Léon Trotsky dans leur maison pendant son exil. Frida portait des robes tehuana, vêtements traditionnels indigènes, non pas simplement comme mode, mais comme une déclaration politique et culturelle. Son art n'était jamais déconnecté de ses convictions. Son identité, son corps et son idéologie s'entremêlaient tous dans son œuvre. Alors que Rivera peignait des fresques de révolution, Frida peignait son cou humain, le corps en morceaux, l'esprit en feu et le soi toujours regardant en retour. Dans l'exil et dans la maladie, elle devint non seulement une peintre de la douleur, mais une peintre de la résistance. Lorsque Frida Kahlo revint au Mexique à la fin des années 1930, elle n'était plus seulement l'épouse de Diego Rivera. Elle était devenue quelque chose d'entièrement différent. Une force, une artiste dont l'œuvre rayonnait d'honnêteté brute, de symbolisme surréel et d'identité culturelle. De retour dans sa patrie, elle s'affirma pleinement. Sa Casa Azul à Coyoacán devint un sanctuaire de couleurs et de contradictions. Des murs bleu cobalt vifs, des bordures jaunes, des statues aztèques dans le jardin, des singes et des perroquets se promenant librement. La maison était une extension vivante de l'imagination de Frida. C'était un mélange de tradition et de rébellion, d'élégance et de terre. Ici, elle s'entourait d'artefacts précolombiens, d'ex-voto, d'art populaire et de livres révolutionnaires. Elle portait des robes tehuana audacieuses, tressait des fleurs dans ses cheveux et peignait au milieu de l'odeur d'encens de copal et des sons de mariachi dans la rue. Cette période marqua une explosion de créativité.
Ces peintures devinrent plus complexes, plus symboliques.